Starter Productions vous présente une histoire inspirante. Votre avenir est créé par ce que vous faites aujourd'hui et pas demain. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment à 28 ans, on peut être investisseur et être à la tête de plusieurs entreprises en Guinée. Aujourd'hui, on parle crypto-monnaie, on parle agriculture, on parle dropshipping et de plusieurs autres business, que ce soit en Guinée ou en France. A tout de suite pour votre épisode de Une histoire inspirante, le podcast où on vous présente l'histoire de personnes inspirantes. Ce contenu vous est proposé grâce à notre partenaire Mouna Group Technologies. Sur le chemin de la réussite, chaque individu rencontre des moments d'incertitude, de crainte, de difficulté, de moments de doute et de nuits sans sommeil. Cependant, au cœur de cette obscurité, une lueur d'espoir émerge. Une lueur portée par ceux qui ont osé persévérer et bâti quelque chose de solide. Dans cette émission, nous vous dévoilerons des histoires inspirantes de personnes exceptionnelles. Attachez vos ceintures et suivez-nous. Bonjour Tierno, comment est-ce que tu vas ? Bonjour Basekou, je vais très bien et toi ? Ça va, merci. Bienvenue dans ce podcast, Une histoire inspirante. Je connais déjà le concept, mais je vais représenter un peu brièvement pour les personnes qui nous suivent. Ici, on invite des gens qui ont réussi à accomplir quelque chose, un parcours, que ce soit une entreprise, qui ont réussi à partir de rien et à bâtir quelque chose. Ça peut être des dirigeants d'entreprise, des dirigeants associatifs ou des membres du gouvernement, en tout cas des gens du secteur public. D'accord. Du coup, c'est pour que ça puisse les motiver, les inspirer, leur donner des conseils de vie pour qu'ils puissent s'inspirer de ton parcours. D'accord. Du coup, toi, on a eu la chance de se connaître parce qu'on a travaillé il n'y a pas longtemps ensemble sur ta startup Yadou, qui opère en Guinée, enfin qui doit bientôt opérer. On a réalisé la vidéo promotionnelle de lancement. Et la première question que je pose toujours aux invités, avec qui on a déjà travaillé en tout cas, c'est comment de travailler avec Starter Productions. C'est une question qui pourra me servir à moi pour m'améliorer et à nous aussi pour nos équipes. Très bien. Alors, travailler avec Starter Productions était pour nous une très belle expérience. Donc, nous avons en tout cas profité d'une équipe qualitative qui connaît son métier, qui était très à l'écoute, très disponible aussi, qui nous suggérait en tout cas des orientations. Donc, elle nous a aidés sur toute la phase de conception de cette vidéo promotionnelle-là. Et le rendu à la fin était en tout cas un travail d'excellente qualité. Et la qualité de la vidéo était exceptionnelle, la qualité du son, les prises, etc. Donc vraiment, c'était une très belle expérience. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais te présenter assez brièvement, déjà on ne va pas rentrer dans les détails, mais assez brièvement pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Tierno Souleymane Diallo. Je suis né en Guinée et j'y ai grandi. Je suis data engineer de formation. J'exerce cette activité-là depuis maintenant à peu près 4 ans. Et dans mes heures perdues, je suis entrepreneur. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup d'activités en Guinée, notamment, sur lesquelles je travaille en parallèle. Ok. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est ton chemin, en tout cas le cursus que tu as suivi pour en arriver là. Dans quel univers familial tu as grandi ? Alors, j'ai grandi au sein d'une famille Peul, donc au sein d'une fratrie de 7 personnes, dont moi, évidemment. Donc, nous étions, disons, 5 garçons, 2 filles. Donc, j'ai 2 demi-frères, donc, avec qui aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de contact forcément. En tout cas, j'ai grandi dans un cadre familial où on était tous ensemble. On a reçu l'éducation Peul, comme il se doit, donc culture religieuse, culture coutumière et toutes les valeurs qui vont avec. Donc ça va de l'humain jusqu'aux valeurs, voilà, en tout cas de morale, d'éviter de mentir, de voler et en tout cas de manquer de respect aux anciens. Donc c'est dans ce cadre familial-là que moi j'ai grandi toute ma vie, quoi. Culture financière aussi ou pas? Parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué, les Peuls, quand vous êtes jeune, là, on vous apprend à compter l'argent des petits ou quoi? Tous les Peuls que j'ai vus, parce que nous, quand on nous voit souvent, on se plaint souvent, on dit « Ah non, on n'a pas eu de chance, on n'a pas eu d'éducation financière. » Mais vous n'avez pas ça, parce que tous ceux que je vois, leur relation qu'ils ont avec l'argent, en tout cas, ils arrivent bien à gérer l'argent, ce qu'on peut dire. Alors moi, personnellement, la famille dans laquelle j'ai grandi, on ne nous a pas éduqués en fait sur l'argent de façon plus globale. Je sais juste que ma mère a toujours été commerçante. Donc moi, j'ai vu ma mère en tout cas faire évoluer un business, partir de presque rien. Et jusqu'à maintenant, elle fait des voyages, elle se procure les marchandises qu'elle revend dans d'autres pays, au Sénégal, au Mali.
Voilà, donc moi, j'ai grandi dans cet environnement-là, en fait. C'est de ça que je parle quand je dis surtout éducation financière. Souvent, il n'y a que chez vous, on voit des gens, on peut voir ailleurs, mais surtout chez vous, des gens partir de zéro et devenir, je sais pas, millionnaire, multimillionnaire. Tout à fait. Souvent, c'est là-bas. J'ai beaucoup d'exemples dans ma famille, justement. Donc, de tante, ma mère aussi. C'est quoi qui crée ça? Il y a une entraide ou c'est quoi exactement? Alors, il n'y a pas forcément d'entraide. Je pense que c'est juste, nous sommes un peuple qui aime beaucoup l'indépendance, donc la liberté. Et en tout cas, j'ai remarqué même dans ma génération, les jeunes sortent très tôt se chercher. Ils n'aiment pas être au crochet des parents pendant très longtemps. Ils vont se chercher et à l'arrivée vers 30-40 ans, ils ont déjà accompli beaucoup de choses en fait. Ok. Et toi, tu as grandi à Conakry ou... Moi, j'ai grandi à Conakry, ouais. Tu es né à Conakry aussi? Né à Conakry. Ok, tu viens de quel village, enfin de quelle ville en Guinée? Je viens de Labé, Ok. précisément Popodra. Ok. Tu vas des fois en vacances aussi? Alors, dans ma jeunesse, oui, j'y allais un peu plus souvent que maintenant. J'ai même passé 3 mois là-bas une fois, j'avais vers 10-11 ans. Et c'est là où j'ai découvert, en tout cas, encore plus en profondeur la culture Peul et toutes les valeurs ancestrales qui vont avec. Et les débuts, le parcours scolaire en Guinée, comment ça s'est passé? J'ai commencé mon cursus scolaire dans une école du quartier. Donc, c'était un complexe scolaire qui s'appelait Nelson Mandela, en tout cas à l'époque. Je ne sais plus si c'est le même nom. En tout cas, je voyais une pub d'une école à la télé, Nelson Mandela, je ne sais pas si c'est la même. Ça doit être la même, justement, parce que c'est un complexe qui, en tout cas à l'époque, était un peu décentralisé. Donc, j'ai grandi là-bas. J'ai fait jusqu'en 4e année, qu'on appelle ça. C'est le CE2, je pense. Et après cela, j'ai transféré à Amdalaï primaire. C'est une école qui est vers Ratouma, à Amdalaï justement, où j'ai fait 2 ans aussi. Donc, je n'ai pas fait le CM1 parce qu'on nous a fait faire un concours qui m'a permis de passer directement de CE2 à CM2. Donc, tu avais sauté une classe déjà? C'est ça, exactement. Et dès que j'ai validé mon examen d'entrée au collège, j'ai refait une année là-bas, mais tous mes amis que j'avais connus, disons, en CM2 à Amdalaï primaire étaient déjà partis à Sainte-Marie. Et moi, je ne voulais pas rester, disons, dans un environnement où il n'y a pas mes anciens amis. Donc, j'ai demandé à mes parents de faire en sorte que je me retrouve à Sainte-Marie. C'est comme ça que j'ai rejoint cette école-là, où j'ai évolué jusqu'au bac. Tu as été à Sainte-Marie au collège? C'est ça, à partir de la 8e année. C'est une bonne école, ça, parce que moi, j'ai travaillé avec beaucoup de cadres quand même de l'administration, de public, ou même des gens qui sont dans le privé, et beaucoup me disaient ce qui ressortait de cette école. En tout cas, on aime à se dire que c'est l'une des meilleures écoles, en tout cas en Guinée, en tout cas pour le cursus pré-universitaire. Et c'est une très très bonne école où on t'éduque en tout cas dans la discipline, le respect en tout cas des surveillants, des profs, et aussi où les profs sont qualitatifs, qui fournissent vraiment du contenu qualitatif, qui connaissent leur métier et qui sont à l'écoute des étudiants. Mais c'est pas religieux là-bas? Alors, un peu quand même, parce qu'il arrivait parfois qu'il y ait des messes ou ce genre de choses, mais il n'y avait jamais de mélange en fait. Donc on allait pour les cours, on étudiait. En fait, ils font la part des choses entre religion et... Exactement. Ok. Et qu'est-ce que tu as pensé de la scolarité en Guinée? On apprend bien en Guinée dans les écoles en général? Alors, en tout cas, de ceux dont je me souviens et dans les écoles où je suis passé, l'enseignement était qualitatif à l'époque. En tout cas, dans les écoles privées. Par contre, je pense que le public a toujours été délaissé d'une certaine façon, parce que ces établissements-là, il n'y avait pas forcément le cadre idéal, les infrastructures qu'il fallait, la qualité des profs qu'il fallait, etc. Même s'il y a des élèves qui sortaient quand même des écoles publiques qui étaient super doués, mais je ne pense pas que c'était dû à la qualité d'enseignement là-bas. C'était plutôt dû, disons, à des efforts personnels. Donc je pense que globalement, le système éducatif guinéen, c'est pas trop ça pour l'instant. Il y a beaucoup de manques en termes d'infrastructures, de contenu et de formation des enseignants. Ok, c'est assez limité, mais tu as pu apprendre un peu quand même, en tout cas pour avoir des bases. Parfaitement, parce qu'à Sainte-Marie, justement, il y avait ce cadre disciplinaire-là qui t'empêchait en tout cas de t'écarter, disons, du chemin. Donc il y avait beaucoup de devoirs, des profs qualitatifs, des bons livres qui m'ont permis en tout cas, et je pense à mes amis aussi, de profiter d'une éducation qualitative. Et ça nous a même servi quand nous sommes sortis du pays. Et comment tu t'es retrouvé en France après? Alors j'ai eu mon bac en 2014 et ensuite j'ai entamé un cursus universitaire à l'université Nongo Conakry, parcours informatique. Okay. Et voilà, j'ai commencé cette année-là et en cours d'année, j'avais entamé ma procédure Campus France qui s'est soldée par une réussite. Vers juillet, j'ai eu mon visa. Donc, je n'ai pas vraiment terminé mon année universitaire. Comment ça marche, Campus France? Campus France, basiquement, tu crées un compte,
tu crées ton dossier, donc tout ce qui est lettre de motivation, projet scolaire et projet professionnel, tu postules, tu passes un entretien pour un peu évaluer le pourquoi tu veux aller en France, etc. Une fois que cet entretien-là se passe bien, les admissions arrivent derrière. Donc s'il y a une université qui t'a accepté, tu fais la demande de visa et une fois que le visa est validé, c'est OK. Ok. Voilà. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé rapidement en France. Exactement. Ensuite, là, comment ça s'est passé en France, tes débuts? Arrivé en France, je suis allé dans une ville qu'on appelle Rouen, c'est en Normandie. C'est là où j'ai commencé mon cursus universitaire. J'ai repris en tout cas en première année de licence. Tu avais déjà de la famille là-bas? Alors j'avais un oncle à Paris, c'est lui qui m'avait accueilli d'ailleurs. Et c'est lui qui m'a aidé aussi à rejoindre Rouen, où il y avait une forte communauté guinéenne qui était très inclusive et qui nous ont aidés en tout cas dans nos premiers pas, nous qui étions arrivés à l'époque. Ils nous ont aidés à trouver un logement, à créer un compte bancaire, toute la panoplie de procédures administratives en tout cas qui allait avec. Donc j'ai commencé là-bas à l'université UFR Sciences et Techniques de Rouen, dans un parcours maths informatique, électronique, etc. Donc j'ai fait 2 ans là-bas et ensuite j'ai postulé pour l'université de Lyon pour terminer ma licence, la L3. Donc j'ai fait ma licence L3 à Lyon que j'ai validée et j'ai intégré ensuite une école d'ingénieur pour 2 ans. Ok, c'est comme ça que tu as poursuivi ton cursus. Comment ça s'est passé parce que moi, je sais comment ça se passe, en tout cas, vu que moi, j'ai été en France. Pour les étudiants, c'est très, très dur. Déjà, pour ceux qui sont là-bas, et encore plus pour ceux qui viennent de l'extérieur. Parce que déjà, les bourses qu'on donne en Guinée, c'est très limité. Et pour les étudiants français, déjà, c'est compliqué. Beaucoup, ils sont obligés de travailler à côté de leurs études. Tout à fait. Donc, tu vas à l'école le matin, tu finis, le soir, tu vas travailler la nuit, tu reprends le matin et tu fais des journées comme ça. C'est très, très dur. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, moi, j'ai eu la chance quand je suis parti à Rouen. C'est une ville qui n'était pas très chère. Donc, pour mes 2 premières années, quand je suis arrivé, l'argent en tout cas de poche que j'avais, c'était 7 000 et quelques euros. J'ai réussi à les gérer pendant 2 ans. Donc, je n'ai pas eu à travailler pendant ces 2 années-là. Par contre, quand je suis arrivé à Lyon, les choses commençaient à se corser parce que j'avais plus d'argent et je ne voulais pas forcément solliciter les parents parce que je savais qu'ils avaient aussi la famille par ici à gérer. Donc, dès que je suis arrivé à Lyon, j'ai postulé, j'ai obtenu un emploi en tant que serveur dans la restauration. Et c'est ça que j'ai allié à mes études. Donc, je travaillais 20 heures par semaine. Chaque fois, comme tu l'as dit, que je quittais les cours vers 17-18 heures, je passais au resto 19 heures à 23 heures. Et parfois les week-ends aussi. Donc, en tout cas, je comptabilisais 20 heures dans la semaine. Ok. Comme ça que Attends, j'ai pas compris. Tu travaillais 20 heures en plus des études ou tu faisais 20 heures et au-delà des 20 heures de travail, tu avais tes études? C'est en parallèle. Ok, en parallèle. Quand tu sors de l'université à 17-18 heures, tu enchaînes avec le boulot de 19 à 23 heures pendant 3-4 jours dans la semaine. Plutôt 5 jours du coup, parce que 4 x 5, c'est 20. Du coup, je faisais des tranches de 4 heures en tout cas. Chaque fois que je venais 19-23, 19-23. Ou un jour du week-end, je faisais parfois 10-14 heures, etc. En tout cas, quand tu comptabilisais le tout, tu tombais sur 20 heures la semaine, quoi. Et tu avais quel âge à ce moment-là? Alors, je suis arrivé en France, j'avais 19 ans. Et quand j'ai commencé à travailler, j'avais 21 ans. Ok. Quand tu as commencé à travailler à 21 ans. Moi, il y a une question aussi que je me pose souvent, parce que moi, je le vois ici, souvent quand je parle avec des jeunes, ils essayent de... Bon, toi tu étais dans le parcours scolaire, tu t'allais à l'école et tout, mais je vois beaucoup de jeunes ici qui arrêtent l'école et ils se disent, moi, forcément, il faut que j'aille en France et je vais rien faire en attendant. Et quand j'irai en France, c'est là-bas que je vais gagner de l'argent, parce qu'il y en a qui pensent que l'argent là-bas, ça tombe des arbres. Donc, ils se disent qu'on va rien faire et quand on ira là-bas, on va faire... Comment toi, tu vois cette perspective de ces gens-là? Moi, je pense que c'est une énorme erreur. Déjà, même nous qui allons, disons, avec les procédures légales, on étudie, on intègre. Il y a un cursus qui est bien tracé pour les étrangers qui vont en France. Même quand tu étudies, dépendamment en tout cas du domaine dans lequel tu as étudié, c'est dur. Maintenant, si tu y vas sans background académique et que tu veux directement te lancer dans le monde professionnel, ça peut être très, très compliqué. Donc, je pense que je déconseillerais quand même d'aller sur ces options-là. C'est mieux de suivre une procédure qui est régulière, qui n'est certes pas facile, mais au moins tu as des perspectives. Tu sais que si tu fais les choses telles qu'elles doivent être faites, au bout du compte, tu réussis en tout cas à obtenir ce pourquoi tu es là, en fait. Et puis, il y en a beaucoup, ils ne savent pas. C'est que moi, je pense que même si tu es obsédé par la volonté d'aller à l'extérieur, la meilleure manière d'aller étudier en France ou aller aux États-Unis à l'étranger, c'est par tes études. Exactement. Parce que ceux qui vont illégalement, déjà,
ils ont une couche de stress en plus que nous autres, parce que déjà, tu as les problèmes de papier qui rendent extrêmement compliqué le fait d'accéder, en tout cas même à des petits boulots, parce que tu vas travailler au noir et tu n'as pas de droit, donc on peut t'exploiter, on peut te payer au minimum sans que tu puisses te plaindre nulle part. Alors qu'au moins, si tu vas en tant qu'étudiant, tu auras accès à des logements, tu auras accès à des boulots qui sont officiels, tu as des droits qui seront respectés et c'est beaucoup mieux, quoi. Donc le meilleur conseil qu'il faut donner aux gens qui veulent aller absolument en France, c'est étudier à fond et espérer faire partie des gens qui seront pris pour pouvoir y aller. C'est ça. Et c'est quoi les bénéfices que tu as pu tirer de ton parcours scolaire que tu as eu en France? Alors en France, la France m'a apporté... En comparaison à la Guinée aussi. Ouais. Je pense que la France m'a apporté sur plusieurs aspects, notamment l'ouverture d'esprit déjà. Parce que quand je suis allé là-bas, en sortant un peu la tête du guidon du mode de vie en Guinée ou en Afrique de façon plus globale, tu découvres d'autres perspectives, d'autres façons de faire, d'autres méthodologies. Tu découvres en tout cas les acquis de ces pays-là qui t'inspirent au final parce que tu te dis ça, il n'y en a pas chez moi, donc je peux aller faire ça, etc. etc. Au-delà de ça, il y a l'enseignement, du coup, l'éducation que j'ai reçue là-bas, qui m'a permis d'avoir accès à des ressources, qui m'ont permis d'être autonome sur certains sujets, donc l'informatique. Qui me permettent en tout cas d'avoir les compétences nécessaires pour soit en tout cas travailler dans des boîtes ou créer sa propre boîte dans le domaine de la technologie, donc soit créer des solutions, etc. Donc il y a eu ces deux aspects-là. Mélange de culture aussi, parce que l'ouverture d'esprit, ça ne se limite pas qu'au fait d'accepter en fait les autres, c'est aussi prendre le meilleur d'eux tout en gardant aussi sa propre personnalité. Et c'est ce qui nous enrichit au final. Et ça permet justement de ne pas se braquer sur certaines choses, de comprendre les différents points de vue, d'être plus souple par rapport à ça. Et après tes études, tu as cherché à rentrer en Guinée? Pas au début. L'objectif, c'était en tout cas de commencer à travailler, d'acquérir de l'expérience et en tout cas quelque chose de solide pour plus tard, quand le besoin se présentera, de pouvoir retourner avec sérénité et mettre en place des choses. Ok. Et comment ça s'est passé tes premiers pas dans le monde du travail? Alors, moi, j'ai commencé à travailler, j'étais encore en Master 1, en tout cas le cycle d'ingénieur de première année, un parcours qu'on appelle l'alternance. Je ne sais pas si tu connais, mais en fait, les écoles d'ingénieurs te permettent d'à côté avoir une entreprise qui te recrute et qui accepte que tu travailles à temps partiel. Donc, une partie à l'entreprise et une partie à l'école. Et tu as... disons, ton temps alloué à l'entreprise est comptabilisé comme des crédits qui te permettent aussi de valider ton année. Et comme ça, tu acquiers de l'expérience, tu es payé, ils payent aussi ton école, donc c'était tout bénef. Donc c'est comme ça que moi, j'ai vraiment commencé à travailler, si je ne compte pas bien évidemment la partie où j'étais serveur. Donc là, j'ai déjà découvert les mécanismes de l'entreprise, comment une entreprise est organisée, comment on travaille sur un projet, c'est quoi les process. Et une fois que tu as maîtrisé tout ça, au bout, quand tu as ton diplôme, tu postules pour ton premier poste en CDI. Ça devient beaucoup plus simple parce que tu as déjà les codes, tu sais comment intégrer une équipe, comment ça se passe au niveau... En fait, tu as déjà une expérience du monde professionnel que ceux qui ont suivi un cursus classique n'ont pas, quoi. Tout à fait. Et après, du coup, tu as travaillé pour la boîte Alors, quelle boîte? Non, parce que la boîte pour laquelle je travaillais, ils étaient plus spécialisés dans le développement, alors que moi, j'avais un profil... data engineer. Donc, ils n'ont pas voulu me garder parce que ils préféraient se concentrer sur leur cœur de métier, en fait. Donc, moi, entre-temps, j'avais postulé dès le début de l'année même où je devais avoir mon diplôme et j'avais décroché un CDI vers mars-avril et j'ai commencé en octobre de cette même année, un CDI. Ok, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi data ingénieur? Alors, data engineer, c'est une branche de la data, parce que c'est un domaine qui est très vaste. C'est tout ce qui est stockage de données. De données. Alors, le rôle de data engineer, c'est justement de créer des infrastructures qui permettent de stocker les données, de les sécuriser et de les mettre à disposition des autres équipes data. Donc, tu as des business intelligence, tu as des data scientists derrière, tu as des gens qui manipulent ces données-là pour créer des dashboards, pour valoriser en tout cas les données de l'entreprise et faciliter la prise de décision. En plus, on a eu beaucoup de problèmes liés à ça en ce moment en Guinée. Où on a vu les fuites de données qui ont eu lieu ou les piratages des sites internet et tout. Toi, on t'a pas contacté ou t'as pas pensé à... Non, on ne m'a pas contacté parce que je pense qu'en Guinée, il faut avoir un réseau déjà. Sûrement même qu'il y a d'autres profils plus expérimentés que le mien.
si on doit faire appel à des gens, ça serait des gens qui ont déjà peut-être 10, 15, 20 ans d'expérience dans le domaine. Moi, je suis à peine confirmé pour l'instant et je fais mon bout de chemin, j'acquiers l'expérience. 4 ans d'expérience, c'est pas mal, plus ton master. Ouais. Ça fait, on va dire, à peu près 7 ans. Les 4 ans, je compte justement la partie où j'ai fait l'alternance. En fait. Ok. Donc, c'est les 2 cumulés plus 3 ans. Okay. Parce qu'en alternance, quand tu fais 2 ans d'alternance, on compte comme une année parce que tu es à mi-temps. Tu travailles à moitié pour l'entreprise, l'autre moitié, tu es à l'école. Tu es considéré comme aussi un salarié, quoi, à mi-temps. Exactement. Donc, en gros, les 2 années d'alternance, c'est 1 an. Et il y a mes 3 années en CDI qui courent là. Ouais. Ok. Et depuis maintenant, tu es entrepreneur. Enfin, tu as été entrepreneur même avant ça, je crois, parce que ça fait à peu près 8 ans. J'ai commencé à entreprendre en 2019, en fait. Ok. Alors, mon expérience... Ça fait que tu as 5 ans d'entrepreneuriat, là. Ouais. Ok. Enfin, après, les premières années, c'était beaucoup plus d'échecs qu'autre chose. Ok. Mais je comptabilise tout quand même parce que ça m'a quand même forgé, ça m'a appris des choses, etc. Donc, ok. Ouais. Comment tu as commencé? Alors, j'ai commencé l'entrepreneuriat au 2e trimestre de 2019. Ok. Donc, excuse-moi, j'ai une question juste avant. C'est pas comment, mais pourquoi tu as commencé? Parce que je pense que le pourquoi, c'est quelque chose qui est très important aussi. J'allais y venir. En fait, si tu veux, pour moi, l'année 2019 a commencé de façon très compliquée. Je me suis retrouvé dans une situation très, très complexe où j'ai vraiment touché le fond. Donc, je suis tombé malade, j'ai eu des déboires un peu judiciaires et ça a impacté du coup mes cours. Donc, disons que, à l'époque, j'étais à la fac à Niamey. Et c'est dans ce gouffre-là, en fait, que j'ai fait remonter, en fait, cette partie-là de moi qui me dit, tu sais, on a tous des rêves, on veut être riche, mais la plupart d'entre nous, en tout cas mes amis à l'époque, on était dans la passivité. C'est-à-dire, on veut être riche, mais c'est comme si on attendait quelque part qu'il y ait une personne de bonne volonté, ou en tout cas une situation externe qui vienne, comme par enchantement, nous rendre riches. Et moi, c'est à cette période-là que je me suis dit, en fait, là, il faut que je passe à l'action. Parce que mon avenir était en quelque sorte menacé, tu vois. Parce que disons, j'étais menacé même par, entre guillemets, une expulsion. Et du coup, je me suis dit, là, si je rentre comme ça en Guinée, ma mère, elle me tue, tu vois. Donc, il faut que je me prenne... Avec tous les sacrifices qui ont été faits et tout. Exactement. Et là, je me suis dit, là, il faut trouver en tout cas un matelas sur lequel au moins tomber sans qu'il y ait beaucoup de casse. Donc, j'ai commencé à rechercher sur Internet des trucs qui étaient à ma portée à l'époque. Donc, j'ai exploré du dropshipping, j'ai fait de l'affiliation. T'as fait du dropshipping aussi? Ouais. Comment ça s'est passé? Mal. Du coup, j'ai fait du dropshipping, j'ai fait 2 expériences. Ma première boutique, j'ai vendu des bricoles, bracelets, montres, etc. Et il y a un mec qui m'a dit, que j'avais contacté sur Insta. Il m'a dit, en fait, là, aujourd'hui, le dropshipping, c'est plus comme c'était en 2016. Donc aujourd'hui, ce qui marche le plus, c'est les monoproduits, les boutiques monoproduits. Donc, où tu vends un seul produit et en grande Exactement. quantité. Un seul produit que tu vas brander et faire comme si c'était ton produit à toi. C'est-à-dire, ok. Mais le dropshipping, c'est un peu ça aussi, non? C'est un peu ça, mais sauf que si tu vends des bracelets, des montres, plein de choses... En fait, tu as une boutique où c'est beaucoup plus grand, tu vends un peu de tous les produits dans le dropshipping. Ouais, et c'était une époque justement où les gens commençaient à se méfier, tu vois, des bracelets qui ne sont pas de qualité, des montres qui ne sont pas de qualité, qui sont achetées sur AliExpress, etc. Donc, j'ai très vite compris que ça ne me correspondait même pas, en fait. Je me suis juste lancé par défaut. Donc, j'ai arrêté ça très tôt. En fait, pour qu'on explique aux gens qui nous suivent, parce que je pense que ce n'est pas tout le monde qui va comprendre c'est quoi le dropshipping. Et quand on parle comme ça peut être un peu tendu. En fait, le dropshipping, c'est quand tu crées une boutique en ligne, tu achètes un produit en très, très grande quantité. Je sais pas, tu achètes un bracelet en plastique qui coûte, je sais pas si je donne en francs guinéens ou en euros, 1 euro. Et tu l'achètes en grande quantité à 10 centimes. Ensuite, tu fais appel à un influenceur qui fait la publicité de ton produit et toi tu le revends en faisant des marges. Ça veut dire que ton produit, tu essaies de le vendre le plus rapidement possible en grande quantité. Ouais. Du coup, toi tu as lancé tes 2 boutiques et après j'ai lancé les 2 boutiques. La deuxième avait commencé à bien réussir, mais je dépensais beaucoup d'argent. Dans la publicité? Publicité, influx, etc. Des influx de bas niveau. Ok. Mais je me suis vite rendu compte que je ne gagnais pas assez d'argent pour supporter en fait, les frais qu'il faut pour suivre ce rythme-là. En fait. Donc j'ai tout bloqué. Et je me suis dit, ça serait peut-être bien de m'appuyer sur mes amis, parce que je savais qu'on voulait tous faire quelque chose. Donc, j'ai réuni une équipe, on était 8-9 à l'époque, et on s'est mis ensemble, on s'est dit, OK, on va réfléchir sur un projet qu'on va faire, et on va aller sur ça. Donc, il y a eu plusieurs projets sur la table. On a pensé à faire de l'aviculture, des transports, de l'agriculture, etc. Et finalement, on a acheté un domaine à Forêt-Caria. Ah, donc c'est l'agriculture qui est venue directement après le dropshipping?
Oui, mais après, il y a eu une longue période où on discutait beaucoup parce que, tu sais, on était novices. Je pensais que moi, tu t'es lancé d'abord dans la crypto-monnaie avant. Enfin, en fait, je me suis lancé dans l'agriculture en parallèle des cryptos. Parce que tout ce que je t'explique, c'est en fin 2019. Et j'ai commencé la crypto vers mars-avril 2020. La période en fait, tu t'es lancé un peu dans tout en même temps, quoi. Exactement. Ouais, du coup, quand on a acheté le domaine, on s'est lancé sur un truc de gingembre à l'époque. Et le projet n'a pas marché, pour le coup. Parce qu'on n'a pas fait un bon suivi, on a fait beaucoup d'erreurs. On s'est aussi fait un peu arnaquer, entre guillemets, par les locaux, qui nous demandaient des coûts exorbitants pour désherber, faire des tâches, en tout cas ponctuelles sur le champ. En tout cas, au final, le projet, on n'a pas récolté, on n'a quasi rien récolté, quoi. C'est sur quoi, un hectare? Un hectare de gingembre, ouais. Ok. Et du coup, ça nous a mis un coup. Mais moi, de mon côté, en tout cas, j'ai capitalisé dessus. J'ai appris quand même que faire un projet à 10 n'était pas forcément très pertinent. Ah, vous étiez beaucoup. Ouais, la chaîne de décision était très longue. On ne bougeait pas assez vite. Chacun voulait que son avis soit pris en compte. Et c'est très rigide, en fait, comme process. Donc, on a un peu mis de côté... vous étiez tous en France ou... Alors, on était 8 en France et 2 en Guinée. Il y avait même, c'est Aboubakr qui suivait le truc pour nous, en fait. Ok. Et voilà, comme ça n'a pas marché. Vers 2020, avec un ami, on s'était beaucoup lancé sur le développement personnel et tout ça. Et c'est comme ça qu'on a créé une page Instagram. Lancé, c'est-à-dire vous faisiez des vidéos de développement? Non, on apprenait. On lisait beaucoup de choses, etc. Histoire de être au point niveau mindset, etc. C'est dans ça on s'est dit, et si on créait une page Instagram, qu'on publie des citations, histoire d'avoir un peu de monde, et on verra ce qu'on en fait plus tard. C'est dans ça qu'on a rencontré une jeune dame, qui nous a un peu parlé des trucs de MLM et de trading, crypto, etc. Donc c'est comme ça que moi je rejoins en tout cas le monde du trading et de la crypto, dans ce truc de MLM. T'as fait du MLM aussi? Dans la société où on nous a mis, il y avait du MLM, donc j'en ai fait, oui. C'était quoi la structure? Elle s'appelait Melius au début, après elle s'est rebrandée Ambi. Tu sais que j'ai fait du MLM moi aussi. Ah ouais? Mais moi c'était en 2016 je crois ou 2017. D'accord. Moi c'était en 2020 pour le coup. Ok. Et c'est comme ça en tout cas que je découvre. Tu peux expliquer quand même, parce que encore une fois c'est pas tout le monde qui va comprendre c'est quoi le MLM. Alors le MLM c'est une sorte de système où tu fais la promotion d'un service ou d'un bien. Moyennant en tout cas commission. Donc si tu intègres par exemple des personnes dans la chaîne et tout qui prennent le service ou le produit, tu es rémunéré en tout cas avec une commission, voilà. Et il y a une sorte d'échelle pyramidale justement où tu as des ascendants, des descendants, et plus tu es en haut de la hiérarchie, plus tu gagnes en fait. Quand j'étais venu en Guinée, moi au début c'était le système que j'ai voulu mettre en place dans mon entreprise. Vu que quand je sortais, je roulais beaucoup en fait. Je faisais quoi? J'avais une stratégie. Je sortais le matin et je rentrais le soir. Et j'essayais de rencontrer le plus de monde possible. Et après, je me suis retrouvé à rencontrer pas mal de gens. Et la stratégie que je voulais mettre en place, c'était de travailler avec eux, c'est-à-dire mettre en place une équipe qui vont recommander mon service. Et à chaque fois que eux vont me ramener des clients, eux aussi, ils ont un pourcentage sur les revenus qu'on acquiert. Et après, il y a un truc aussi auquel je voulais répondre, parce qu'il y a beaucoup de sujets là, de pyramidal. Là, dans le pyramidal, à la base, c'est illégal. En fait, c'est un service où, par exemple, quand quelqu'un démarre dans ton équipe, lui, il est toujours plus riche que toi et toi, tu pourras jamais le dépasser. Exactement. Mais après, ça dépend des boîtes. Parce que moi, par exemple, dans la boîte où j'étais, il y avait un système où tu pouvais quand même gagner plus que la personne qui t'avait fait démarrer dans ton équipe, parce que tu avais des conditions en fait pour gravir les échelons. Ça veut dire, par exemple, je sais pas, en fait, tu as des grades, on va dire, si je prends le cas pour l'armée, tu as le commandant, le capitaine, le général et tout. On va dire, si je prends le même circuit, nous, par exemple, pour devenir colonel, il fallait que tu aies 3 équipes, c'est-à-dire 3 sites internet, on va dire, qui tournent avec des équipes différentes. Donc, si tu n'as pas, par exemple, ces 3 équipes, tu peux pas devenir capitaine. Donc, par exemple, la personne qui est dans ton équipe, lui, qui réussit à mettre en place ces 3 équipes, lui peut te dépasser en termes de grade et du coup, il gagnera plus que toi, en fait. Je vois tout à fait. Moi, j'ai pas mal fait ça aussi. J'ai fait du marketing, mais j'en ai fait pendant 1 an. Après, j'ai arrêté parce que le problème, c'est que la plupart des gens de mon équipe, ils se reposaient sur moi. Et le but de ça, en fait, c'est que quand tu mets en place une équipe, toutes tes équipes font des ventes sans toi. Et c'est comme ça que toi, tu vas gagner de l'argent. Mais quand, au final, c'est toi qui vends pour les gens de ton équipe, ça devient inutile. Donc après, on reprend, je t'ai coupé la parole. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, cette partie de MLM-là, même si en tout cas, j'avais réussi à avoir une équipe jusqu'à 80 personnes, quand même.
Mais ce n'était pas la partie qui m'animait le plus, en fait. C'était le service pour lequel j'étais là. Donc, ils donnaient des cours de trading. Ok. Et aussi, ils avaient des équipes qui étaient spécialisées en crypto. Ok. Donc, c'est là que j'ai appris les bases du trading. Ok. Donc, tout ce qui est analyse de marché, analyse graphique, avec les outils tracés de Fibonacci, diagramme de Gantt, les supports résistance, tendances et structures de marché, etc. Ça m'a vraiment beaucoup appris ça, parce que même aujourd'hui, ça me sert encore. Et entre-temps aussi, ils m'ont dit d'investir un peu dans la crypto, en fait, parce que moi, je ne connaissais pas. Enfin, j'en avais entendu parler il y a quelques temps, enfin, plusieurs années en arrière. Avec l'explosion du Bitcoin. Ouais, en 2018, enfin 2017-2018. Mais pour moi, c'était du charabia, crypto-monnaie, c'est même pas réel, tu vois. Donc, quand ils m'ont dit d'investir dans ça, je me suis dit, bon, c'est pas trop ça. Ils m'ont dit, mais quand même un billet, même si c'est $10, enfin, tu vas voir quoi, ce que ça donne. Exactement. Et là, j'ai mis mes premiers $10 sur Coinbase. Et 2-3 jours après, je suis venu, il y avait $17. Je dis, ah ouais, ok. Ça commence à être intéressant. Tu peux expliquer juste c'est quoi la crypto-monnaie? Parce que je pense, encore une fois, c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est. Alors, je pense que pour définir la crypto-monnaie, il faut d'abord définir une blockchain, en fait, parce que c'est les deux. C'est lié. Ensemble, ouais. Alors, une blockchain, c'est une sorte de livre numérique où on consigne des événements. Donc, ça peut être des transactions dans le cas de la monnaie, en fait. Donc, qui a envoyé quoi à qui, à quel moment, en fait, tu vois. Donc, ce livre-là, justement, il est, au lieu d'être géré par une seule personne, comme les banques, où c'est la banque qui décide comment gérer les choses, bah, le livre, il est partagé à tous les membres du réseau. Donc, tout le monde a le livre, tout le monde Tous ceux qui investissent? Enfin, non, c'est plus des ordinateurs qu'on appelle des nœuds, qui sont placés partout dans le monde aujourd'hui, en Afrique, en Europe, en Asie. Et l'ensemble des ordinateurs du réseau possèdent une copie de ce livre-là, en fait. Donc, c'est infalsifiable en quelque sorte. Parce que pour falsifier un livre, il faut falsifier sur tous les ordis. Ok. Donc, ce système-là, chaque fois que tu vas ajouter une transaction, la transaction sera partagée à tout le monde pour dire, OK, tel veut envoyer X à Y. Du coup, est-ce que vous approuvez la transaction? Donc, il y a des algorithmes qui permettent de dire, OK, X qui veut envoyer a la somme qu'il faut à envoyer et Y a une adresse valide qui permet de recevoir la chose. Et il a payé les frais. En tout cas, tout un ensemble de conditions, si elles sont remplies, valide la transaction. Une fois que la transaction a été approuvée, disons, par tous les membres du réseau, il y a des ordinateurs super puissants qui s'appellent des mineurs de Bitcoin, qui te disent en fait, OK, maintenant on va créer un bloc, on va mettre toutes ces transactions-là dedans. Ok, c'est des mineurs de crypto ou c'est des mineurs juste de Bitcoin? De crypto en général. C'est très très complexe comme... Là, je simplifie vraiment pour que tout le monde comprenne. Les gens puissent comprendre. Okay. Maintenant, une fois que beaucoup de transactions ont été approuvées, donc on sait que X a envoyé Y, plusieurs transactions, toi tu envoies à telle personne, une autre personne peut envoyer à une autre personne. On prend un ensemble de transactions, on les met dans un bloc. Il y a un algorithme qui va tourner pour résoudre le bloc. Okay. Et une fois que le bloc il est résolu, on l'ajoute à la chaîne, d'où le nom blockchain. Okay. Donc c'est un ensemble de résolution de blocs qu'on ajoute à une chaîne déjà existante. Okay. Et chaque fois que tu veux falsifier une transaction, il faudra remonter et falsifier tous les blocs, ce qui est très difficile en soi. En fait, ça c'est ce qui crée la sécurité en fait, de la crypto. Exactement. Donc ça, c'est ça une blockchain. Maintenant, pour revenir à la crypto, une crypto-monnaie, c'est très simplement en fait une monnaie numérique qui fonctionne sur une blockchain en fait. Okay. Donc c'est l'élément qui court partout pour aller dire OK, je veux aller à tel endroit, je veux aller à tel endroit, pour simplifier. Hein. Okay. Donc ça passe à travers les nœuds. En fait, c'est une monnaie qu'on peut voir juste dans nos téléphones et sur l'ordinateur, mais tu pourras jamais la toucher. Exactement, ouais. Exactement. Ok. Et après, comment toi, tu t'es lancé dans... Ouais, du coup, comme je t'ai dit, j'ai mis mes premiers $10 sur Coinbase à l'époque. Et 3 jours après, ça a commencé à prendre un peu de valeur. Et là, j'ai commencé à saisir en fait le sens de la chose parce que je ne comprenais pas le truc. Et du coup, à partir de là, moi, je me suis rapproché des équipes qui étaient spécialisées en crypto pour leur dire, OK, moi, ça m'intéresse à fond. Donc, comment vous m'aider, quoi. Okay. Donc là, j'ai intégré une équipe, un groupe Messenger plutôt, où il y avait un mec qui s'appelait Samy à l'époque, qui est très, très bon dans le domaine de la crypto. Donc, il m'a aidé à installer Binance, il m'a aidé à installer tous les outils dont j'avais besoin. Il m'a expliqué les principes. Donc, petit à petit, j'ai intégré les choses. Et il m'a même donné une liste de cryptos sur lesquelles investir.
Donc j'ai acheté mes premiers trucs. J'ai commencé à mettre un peu plus d'argent. Et je me souviens une fois, j'ai mis $500 d'un coup sur un projet et tous mes amis ils sont là. Ah ouais, $500. Tu gagnes même pas assez. Ils t'ont pris pour un fou. Exactement. En fait, j'avais mis toutes mes économies, si tu veux, parce que je travaillais en ce temps-là comme un serveur. Ok. D'accord. Et j'ai mis toutes mes économies dans ce truc-là, en fait. Progressivement, bien évidemment. Donc j'ai mis 500. Ensuite, le mois d'après, j'ai remis 500. J'ai remis comme ça jusqu'à mettre au total 2500 €. Ok. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans la crypto. Et entre-temps, j'apprenais aussi beaucoup. Donc je commençais à comprendre un peu c'est quoi le marché des cryptos, comment ça fonctionne, etc. Et j'ai gagné en sérénité. Enfin, j'ai installé Twitter aussi où il y a beaucoup de traders crypto. Ok. À l'époque, il n'y avait pas encore les cryptos sur l'intelligence artificielle. Alors, il y en... Enfin, si, il y en avait avait. déjà. C'est juste que ça avait pas encore fait un boom. Par exemple, quand tu prends Fetch AI, Fetch AI existe depuis l'époque, parce que je me souviens à l'époque, je l'avais acheté. Ok. Ça, c'est une crypto-monnaie qui est basée sur quoi? Sur l'IA. En Ok, fait, c'est l'IA. une crypto qui permet, en tout cas, d'avoir des algorithmes qui Ok. allouent des ressources en fonction des modèles de machine learning qui circulent, en fait. Ok. Là, même récemment, il y a 6 mois, il était à 17 centimes. Ok. Et aujourd'hui, il a dépassé les $2. Donc, il a fait un multiple de 20 à peu près. Ok. Et très De intéressant. 20 fois, quoi. Ouais. Donc, si tu mets quoi? Si tu mets... T'avais mis 1000 € à l'époque, là, ça te fait combien? Il faut faire le calcul. 20 000, 20 000. Ouais. 20 000 € je crois, ouais. C'est ça. Ouais. C'est beaucoup. Du coup, après... Ouais, du coup, moi, c'est comme ça que j'ai commencé dans la crypto. Alors, ce que je te raconte, c'était vers juin 2020, où je me suis mis full crypto, j'ai mis toutes mes économies dans la crypto. Après, on a connu un été catastrophique, parce qu'il y avait la période Covid, et c'est très, très compliqué à l'époque. L'économie était, en tout cas, au plus bas niveau. Bouleversé. Hmm? J'ai dit l'économie a été bouleversée, quoi. Exactement. Donc, entre juin et, disons, septembre, c'était la catastrophe parce que mes 2500 € sont devenus 700 € en fait. Là, je me suis dit, ah ouais, tout mon argent là, il est parti en fait. Mais j'ai tenu, je me suis dit, bah, de toute façon, tant qu'à faire, il n'y a que 700 €. Si je retire, ça va me servir à rien. Donc, autant le laisser, on va voir. Et là, vers novembre, décembre, ça a commencé à remonter. Et au pic, on a fait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et avec mes amis, en fait, parce que je les ai tous embarqués dans le truc. Ils avaient aussi mis des grosses sommes, du coup, parce que Ok. ils ont vu que je me suis lancé à fond dedans. Chacun avait... Toi, tu avais tes 2500 € et eux, ils avaient une Ouais. cagnotte ou vous avez fait une cagnotte regroupée? Non, chacun a fait dans son Ok. coin. Après, on se donnait des tips. Ouais, t'as acheté ça, achète ce truc. J'ai Sur vu votre ça. groupe Messenger? On avait un groupe Snap à l'époque, du Ok. coup, où on envoyait les tips. J'ai partagé aussi avec eux, disons, les influx crypto que je connaissais sur X, Ok. enfin, ex-Twitter, du coup, Ok. pour qu'eux aussi prennent de l'autonomie sur la question. En tout cas, on avait tous fait de bons chiffres à l'époque et c'était vraiment une très, très belle expérience qui m'a ouvert des perspectives parce que j'avais jamais vu, disons, autant d'argent en fait, dans ma vie. Enfin, tout le temps où je travaillais, je gagne le SMIC, parfois Ok. moins. En etc. tout, tu as pu faire un fois combien en tout? Est-ce que j'ai pas fait x30? Ok. Non, pas fois. Ouais, x30 à peu près. Ok. En combien de temps? Disons, j'ai commencé à investir en juin. Et au top du marché, c'était en novembre 2021, en fait, Ok. au top du marché. Ok. En moins d'un an, en tout cas. Ouais. Moins d'un an. Ouais. Ok. Bah, c'est top. C'est comme ça, en tout cas, que j'ai commencé dans la crypto. Et j'ai capitalisé dessus. J'avais retiré une partie pour faire d'autres projets, de la vie, quoi. Ok. Et tu continues toujours dans la crypto actuellement? Là, je suis dans la crypto à fond. Et là, c'est ton projet principal, on va dire? Pas principal, forcément. Mais en tout cas, c'est un projet sur lequel je compte beaucoup. Parce que maintenant, je connais vraiment tous les tenants et aboutissants de la chose. T'as plus beaucoup à apprendre. Exactement. Donc, j'ai un projet par rapport à ça. J'ai mes objectifs de marché. Une fois qu'ils seront atteints, et j'espère qu'ils seront atteints, je sais quoi faire derrière. Donc, j'ai mis en place, en tout cas, un plan d'action qui intègre vraiment mes investissements crypto, en fait. En fait, tu t'en sers pour te créer un capital et investir dans d'autres choses. Exactement. Et c'est comme ça comme effet de levier, en fait. Et c'est comme ça que tu espères, en tout cas, pouvoir rentrer petit à petit en Guinée? Exactement, aussi. Ouais. Ok. Et après, à côté, tu t'es lancé dans la bourse aussi? La bourse, alors, en fait, pour moi, la bourse, c'est plus pour sauver son net worth. Ton capital. Pour s'enrichir, en fait. Parce que pour vraiment gagner en bourse, il faut déjà avoir des millions. Parce qu'annuellement, en moyenne,
la bourse performe sur 8-10%. Ceux qui sont très très bons arrivent à faire du 13-14%. Donc, ce n'est pas avec 1 000 euros que tu vas devenir riche. Tu investis en fait sur les grosses entreprises américaines. Tu peux. Aujourd'hui même, il y a des ETF, des trucs qu'on appelle ETF, Exchange Tradable Funds, qui permettent en tout cas d'avoir un panier de plusieurs entreprises en fait. Comme ça, si l'une d'elles sous-performe et que d'autres surperforment, ça te permet d'avoir l'équilibre en fait. Donc moi, j'investis principalement dans les ETF, mais pour l'instant, j'ai juste mis un petit capital parce qu'en fait, en France, il y a le PEA dans lequel tu peux investir et qui n'est pas taxé en fait si tu conserves ton investissement sur 5 ans. Donc là, j'ai mis une petite somme pour que les 5 ans commencent à courir. Et une fois que j'aurai fait en tout cas de gros capitaux, je compte remettre là-bas et avoir des 8% annuels. Et quand tu dis pour conserver ton argent, en fait, les 10% que tu gagnes chaque année grâce à la bourse, ça te permet de combattre l'inflation, en fait, c'est ça? Combattre l'inflation et aussi, en tout cas, anticiper sur les potentielles crises mondiales, etc., où tu peux perdre du pouvoir d'achat, en fait. Donc, pour moi, la bourse, c'est soit tu as des millions, parce que quand tu as, disons, 10 millions que tu fais 10% à l'année, ça te fait 1 million à l'année, quoi. Là, ça commence à être intéressant. Mais 10% sur 1000 balles, c'est pas intéressant. Ça va pas changer ta vie, quoi. Ouais. En fait, quand tu dis c'est intéressant quand tu as des millions, parce que rien qu'avec l'argent que tu investis en bourse, les 10%, ils te permettent de vivre sur un an facilement. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de travailler, juste là, ton investissement en bourse, il y a beaucoup qui font ça, en fait. Il y a beaucoup qui ont des millions, qui font des placements et vivent de leur rente, en fait. Ouais, ils n'ont pas besoin de travailler à côté. Exactement. Et du coup, après, comment ton entourage il a réagi quand ça a commencé à marcher? Ça dépend parce que je n'en ai pas parlé forcément à beaucoup de gens. Tu l'as gardé secret? J'ai juste dit à ma mère. Ouais. Ça, c'est les techniques des peuls, ça. Même quand ils sont riches, ils ne le montrent jamais. En tout cas, pas à la famille, parce que c'est sûr que les tantes du village vont commencer à faire leurs activités là. Tu vas connaître toutes tes tantes que tu n'avais jamais connues. Exactement. Mais dans mon entourage proche, mes amis et tout, comme je t'ai dit, on était en équipe. En tout cas, tous ceux qui étaient très proches de moi, on a tous profité. Et vous avez tous gagné pas mal? Oui, pas mal. Du coup, on avait une belle équipe en tout cas qui était enthousiaste. On commençait à avoir des projets, etc. Par contre, mes amis un peu plus, disons, éloignés, vu qu'on n'avait pas forcément ce contact-là, il y en a qui étaient aussi réticents quand tu leur parles de trucs qu'ils ne comprennent pas forcément. C'est difficile de les intégrer en fait dans certaines choses. Ça leur fait peur? Je pense qu'ils savaient quand même parce que il nous arrivait parfois de publier sur Snap des résultats, etc. Mais pas plus que ça, quoi. Je n'ai pas forcément parlé à tout le monde. Ok. Et après, tu as investi dans d'autres entreprises? Ouais, alors j'ai commencé l'investissement notamment dans le transport interurbain en début d'année 2023. Okay. Donc j'ai acquis mon premier véhicule à l'époque qui a commencé à travailler. Très intéressant comme projet aussi. Parce que contrairement aux taxis urbains, en tout cas d'après moi, mon expérience, il y a moins de tracas en fait. Donc il y a moins de pannes qui se présentent. Tu fais des longs voyages en fait, tes chauffeurs ils font des longs voyages. Exactement. Donc alors la partie négative par rapport à ce projet-là aussi, c'est l'irrégularité. Donc il y a des mois où tu fais beaucoup de voyages, donc beaucoup d'entrées. Il y a des mois où tu fais un peu moins en fonction, parce que les périodes de fêtes par exemple, il arrive que tout le monde veuille monter à l'intérieur du pays. Par contre, pour le retour, c'est compliqué. Tu vois. Donc il y a des périodes comme ça où ça va super bien. Il faut anticiper à chaque fois. Où ça va moins. Donc il faut concourir avec les circonstances et trouver en tout cas la stratégie qui marche bien. Et c'est cette voiture-là justement qui m'a permis aussi 10 mois plus tard d'investir dans l'agriculture. Donc, juste avant, tu as combien de véhicules en tout là? 3. 3 véhicules, ok. Que je gère, ouais. Donc en tout cas, c'est cette première-là qui a travaillé entre janvier 2023, fin janvier d'ailleurs, jusqu'à août. C'est cet argent-là, j'ai rajouté juste un peu. Je me suis lancé sur l'agriculture en fait, parce que j'avais connu mon collaborateur actuel qui avait une certaine expertise dans tout ce qui est gestion de fermes avicoles, aussi d'agriculture, etc. Donc, on nous a mis en contact, on a parlé. Et j'ai vu que c'était un gars super intéressant, qui était honnête, en tout cas à vue d'œil. Et j'ai choisi de m'engager avec lui. De toute façon, je me suis dit, il y a longtemps que je voulais m'engager dans l'agriculture. J'avais déjà une première expérience qui n'a pas forcément marché, mais c'est pas grave. On réessaye quand même, et peut-être que cette fois-ci, ça sera la bonne. Et j'ai eu raison pour le coup. Tu t'es pas découragé? Non, du tout.
Donc c'est ce qui m'a permis de réinvestir en tout cas dans l'agriculture et qui marche super bien aujourd'hui. Ouais. Là, tu es sur une récolte de quoi? On fait de l'aubergine depuis août-septembre 2023 là. Et on a commencé la production vers fin novembre. Jusqu'à présent, on produit d'ailleurs. Enfin, là, on a produit pour à peu près 50 tonnes d'aubergines qu'on écoule sur Conakry pour le coup. Et voilà. Tu sais, on a fait un numéro il n'y a pas longtemps avec un agronome qui a pas mal cartonné, surtout sur TikTok. Ouais. Mais c'était très mitigé. Les gens comprenaient bien évidemment que l'agriculture, c'était l'avenir. Mais en parallèle, on avait plein de gens qui s'étaient lancés dedans et qui avaient perdu énormément d'argent. Ouais. Les gens nous disaient l'agriculture, ça ne marche pas. Dites la vérité aux gens, c'est un faux business et tout. Comment toi t'as fait? Parce que la première fois, c'est vrai que toi aussi t'as perdu. La différence, c'est que toi t'as appris de tes erreurs et t'as pas lâché, tu t'es relancé derrière. Comment t'as... Je pense que les appréhensions sont normales parce que l'agriculture, c'est beaucoup moins simple que ce qu'on laisse entendre en fait. Donc il faut bien suivre la culture en soi. Parce que derrière, il y a pas mal de paramètres qu'il faut gérer. Donc tout ce qui est apport d'eau, nettoyer les plantes, parce que s'il y a de mauvaises herbes qui poussent au pied, des trucs, même quand tu arroses, ça prend pas trop parce que c'est obstrué, tu vois. Donc il faut faire ce travail-là de suivi, de nettoyage, d'arrosage, mettre les bons engrais, chasser en tout cas les insectes ou en tout cas les paramètres externes qui peuvent nuire à la culture. Mais lorsque tous les paramètres en tout cas sont respectés, toutes les conditions sont bien réunies, c'est quelque chose qui marche super bien en fait. Mais en fait, il faut rien laisser au hasard, quoi. Exactement. En plus, tu étais allé au champ, vous, c'est où? C'est à Mamou, tu m'as dit? C'est à Mamou, ouais, enfin, plus vers Concouré. Ok. Ouais. Tu es allé en plus il y a 2 jours? Là, je suis reparti il n'y a pas très longtemps, mais c'est plus pour chercher d'autres terrains, pour, disons, étendre l'activité. Parce que là, maintenant, vous voulez passer sur plus d'hectares? Exactement. Et du coup, sur ce projet, t'es tout seul ou... Non, vous êtes deux? Je suis avec mon collaborateur. Mais vous êtes 2 investisseurs, juste? Alors, on investit, je prends 70% des investissements, il prend 30%. Ok. Et par rapport à l'entreprise de véhicules, de transport, ça, tu es tout seul aussi? Là, je suis tout seul, ouais. Enfin, okay. Lequel? Parce que là, il y a l'application et il y a sur la location le transport de véhicules uniquement. Alors, le transport de véhicules, alors je suis avec mon beau-frère, pour le coup. C'est lui qui a d'ailleurs acquis le 3e véhicule. Moi, j'en ai 2 aujourd'hui. Donc là, on collabore dessus. Et on collabore aussi pour l'application, pour le coup. Ok. Ouais. Du coup, maintenant, après le transport le business de véhicules, maintenant, vous avez cherché à agrandir pour digitaliser ça et pour en faire une start-up. Est-ce que tu peux nous présenter le projet? Tout à fait. Du coup, c'est Yadou SARL qu'on a créé récemment. C'est une solution digitale qu'on a créée justement pour résoudre certaines problématiques que nous avons pu identifier dans l'exercice de notre activité de transport interurbain. Donc c'est quelque chose qu'on a fait pendant 1 an, ce transport interurbain. Et on a pu capitaliser sur les retours de nos collaborateurs, donc ceux qui conduisent nos véhicules, sur leurs expériences en fait. Donc ils passent beaucoup de temps en gare, ça peut être compliqué, parfois ils passent des jours, voire des semaines sans obtenir de passagers, etc. Côté client aussi, il faut se déplacer dans les gares, ou si tu as la chance, tu as le contact d'un chauffeur, ça va. Mais sinon, tu as tout ce qui est lié au déplacement des bagages, tu as les embouteillages, tu as les intempéries, etc. Donc nous, on a vu tout ça, on s'est dit, OK, aujourd'hui, on a des véhicules qui tournent, ça va. Ici, on créait quand même une solution qui permettrait en tout cas de faire profiter aussi les autres chauffeurs, à faciliter leur activité, à augmenter leur chiffre d'affaires, etc. Et aussi aider nos concitoyens dans leurs déplacements. C'est comme ça que l'idée est venue. Donc on a commencé à développer l'application en novembre 2023, avec mon beau-frère pour le coup aussi. Donc on a fini là le développement qu'on va déployer. Donc c'est très simple. L'application permet de mettre en relation les chauffeurs et les usagers de la route, donc les potentiels passagers. Donc quand tu as besoin d'un véhicule pour voyager à l'intérieur du pays, tu as l'application, tu t'es déjà inscrit, tu recherches juste ton trajet, la date où tu veux voyager, et on te montre la liste de tous les chauffeurs qui vont vers cette destination-là, le jour où tu as choisi en fait de voyager. Et libre à toi de réserver le véhicule qui te convient, soit si tu veux une voiture climatisée, qui prend des bagages, etc.
Donc, En fait, tu fais tout en ligne et les chauffeurs appellent les clients directement c'est ou ça, l'inverse. Et après, vous prenez une commission en gros sur sur les chauffeurs. les chauffeurs. Tout à fait. Ok, j'espère que c'est une entreprise qui va générer beaucoup d'argent. En tout cas, c'est très innovant. Oui, j'espère aussi. Et du coup, il y a une question que je me pose. En Ouais. Guinée, l'une des choses les plus dures, c'est de s'entourer de bons collaborateurs. Parce que surtout quand tu viens de la diaspora, il y a souvent des gens qui essayent de te soutirer de l'argent ou de t'escroquer ou de te mettre dans des combines, de te présenter des projets qui vont te servir à rien. Comment toi, tu as fait pour t'entourer de bons collaborateurs? Ouais, c'est vrai que la réalité en Guinée, c'est qu'il est très difficile de trouver des partenaires avec qui collaborer. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, beaucoup de gens de la diaspora hésitent à investir au pays parce que soit ils ont déjà eu l'expérience, soit en tout cas on leur a dit que les gens ne sont pas très fiables. Moi, de façon personnelle, je ne sais pas si c'est la chance que j'ai. Je rencontre en tout cas des gens avec qui je peux collaborer. Après, il y a cet aspect où, personnellement, quand je parle avec une personne, potentiel collaborateur, j'arrive en tout cas à lui insuffler ma vision, en fait. Donc, je fais embrasser à la personne ma vision et je fais en sorte que la collaboration se passe dans les meilleures conditions. Parce que quand tu traites les gens quelque part comme s'ils étaient dans un rapport, disons, dirigeant-dirigé, le Guinéen a beaucoup trop de fierté, tu vois. Donc, moi, je fais comprendre à mes collaborateurs, OK, ce projet-là, il nous appartient. S'il réussit, ça nous avantage tous. S'il échoue, bah, tu as peut-être plus à perdre que moi, parce que finalement, moi, je pourrais rebondir et aller avec d'autres personnes. Par contre, toi, ça va être un peu plus compliqué. Donc, c'est mieux quand même que tu y mettes du tien, qu'on travaille ensemble, qu'on évolue ensemble, sans que personne ne soit laissé sur le carreau. Et en tout cas, pour moi, ça, c'est une méthode qui marche aujourd'hui, parce que toutes les personnes avec qui je travaille, ça va. Il n'y a jamais de... Ça se passe souvent bien. Exactement, ouais. S'il y a des choses avec du recul, s'il y a des choses que tu devrais refaire différemment en reprenant ton parcours du début, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais, Sur le plan autrement? entrepreneurial. Entrepreneurial, formation, sur tout ce que tu as pu construire en tout cas. Je dirais que, notamment pour la partie agriculture, on avait échoué. J'aurais aimé quand même, disons, avoir plus de recul et avoir la tête plus froide par rapport à certaines décisions que mon groupe a eu à prendre. Donc je pense que c'est vrai que là les choses sont passées, mais il aurait été préférable qu'on se renseigne bien en amont des contours de l'agriculture, parce qu'on ne savait pas en fait. On ne savait pas qu'il fallait faire un suivi très très carré pour que la culture prenne. On ne savait pas qu'on se faisait arnaquer d'une certaine façon. Donc il y a pas mal de recul qu'on n'a pas assez pris. Et voilà, aujourd'hui, c'est pas forcément très grave, parce que ça a échoué, mais derrière, on a rebondi. Mais voilà, c'est des erreurs quand même qui étaient évitables, tu vois. Donc, ça serait que ça, en fait. Ok. Du coup, c'est quoi l'avenir pour toi maintenant? Pour moi, l'avenir, là, c'est capitaliser sur tout ce que j'ai déjà eu à mettre en place, les développer et pouvoir générer assez de cash flow pour revenir sereinement et m'installer ici et continuer ma vie, quoi. Normalement, si ça se passe bien, en tout cas cette fin d'année, avec le bull run de la crypto, ça devrait être bon, non? Clairement, ouais. Ça va changer beaucoup de choses en tout cas. Okay. Ça va changer beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup de projets par rapport à ça. Enfin, pas forcément de nouveaux projets, mais disons renforcer les acquis. Parce que là, aujourd'hui, c'est le but. On ne peut pas aller sur tout non plus parce que sinon, on se disperse. En crypto, là, on parle? Ouais, je parle en fait de l'impact de la future réussite du bull run sur le reste de mes activités. Ok. Donc le but pour moi aujourd'hui, c'est de capitaliser justement sur ce levier-là pour renforcer les acquis, donc que ce soit sur le transport, l'application, l'agriculture, etc. Renforcer tout ça et en tout cas bien bétonner les bases pour pouvoir en tout cas exploser. Parce que maintenant, en gros, si l'argent rentre, tu sais déjà où le placer. Ouais. Où le placer. Clairement. Comme toi, surtout toi encore plus représentatif parce que toi, tu as vraiment grandi en Guinée et tu es parti à un âge déjà assez avancé. Il y en a beaucoup qui rêvent de vouloir accomplir des choses en Guinée ou de la diaspora qui sont à l'extérieur ou de revenir entreprendre. Quel conseil donnerais-tu à tous ces jeunes qui rêvent d'accomplir quelque chose aussi? Je dirais premièrement de ne pas briser les étapes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'enrichir vite ou en tout cas aller à la fin sans passer par les étapes. Les étapes, c'est important. Parce que tu apprends tout au long du chemin, ça te permet d'éviter des erreurs plus tard. Donc, suivre les process, ne pas
en tout cas se disperser aussi, parce qu'il y a beaucoup qui veulent s'amuser, réussir en même temps. Faut prioriser les choses en fait. Donc tu étudies bien. Si tu veux aller en Occident ou en Amérique, etc., quand tu étudies, tu suis les process normaux. Tu vas, tu étudies, tu commences à travailler, tu épargnes, tu investis, tu commences à te construire en tout cas un capital, un empire petit à petit, ça va petit à petit, ça va pas, ça vient pas d'un coup en fait. Donc en tout cas, une fois que tu mets en place les bases derrière, ça ne peut qu'aller de l'avant quoi. Faut pas les jeter dans la mer. Non. Après, l'entrepreneuriat, c'est ça en quelque sorte, mais il faut quand même prendre des risques mesurés, quoi. Faut se jeter dans la mer, en fait, pas de manière littérale. Exactement. Ok. En tout cas, merci d'être venu ici pour nous raconter ton parcours. J'espère, enfin, je sais pas, j'espère, c'est je sais que ça va servir à inspirer beaucoup de gens. Et surtout, il y en a beaucoup qui vont découvrir des business dont ils n'avaient jamais entendu parler, comme le dropshipping, comme la crypto-monnaie. Il y en a beaucoup qui vont, je pense, apprendre des erreurs que tu as fait dans l'agriculture. Bon, on n'est pas trop rentré dans les détails, mais en tout cas, ils vont savoir que tu es quelqu'un qui t'est lancé dans l'agriculture. Au départ, tu as échoué, tu as rebondi. La deuxième fois, ça a marché. Et là, actuellement, tu lances une start-up. J'espère que cette start-up, elle va générer beaucoup de chiffres, que ce sera une grande réussite. Donc, merci d'être passé. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes. Merci beaucoup. Starter Production vous présente une histoire inspirante. Bonjour, permettez-moi de prendre un instant pour aborder un sujet crucial. Je suis Bassekou Djabi, le fondateur de Starter Production, une société spécialisée dans la production audiovisuelle, dévouée à amplifier votre communication. Que vous soyez une entreprise en quête de nouveaux clients ou une institution désireuse de promouvoir ses activités, nous sommes là pour vous accompagner. Si vous aspirez à aller plus loin, notre équipe de Shams Communication peut concevoir une stratégie sur mesure pour accroître votre visibilité et propulser vos activités. Enfin, pour immortaliser vos moments personnels mémorables, tels que les mariages, Starter Events est à votre service. N'hésitez pas à nous contacter sur l'un de nos divers réseaux sociaux ou via WhatsApp au numéro suivant, le 00 224 627 94 25 59. Le 00 224 627 94 25 59.